Le référendum sur la Constitution européenne avec une participation massive des électeurs. D'après les premières estimations Ipsos, près de 3 Français sur 4 seraient allés voter. Une mobilisation qui se profile également dans des chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur. 42 millions d'électeurs étaient appelés à voter. Dans le camp du oui ou du non, on s'est mobilisé. En direct dans ce journal, nos correspondants un peu partout en France et dans les grandes capitales européennes. En Afghanistan, une vidéo montre l'otage italienne enlevée le 8 mai dernier. La jeune femme qui travaille pour une organisation s'occupant des enfants et des veuves de Kaboul est tenue en joue par les mitraillettes de ses ravisseurs. À quelques jours des premières épreuves du bac, révision intensive pour de nombreux candidats qui choisissent soit des cours privés, soit des stages pour améliorer leur performance. Et puis du cinéma avec la sortie mercredi prochain de Papa, joué par Alain Chabat et réalisé par l'ami et le complice de longue date Maurice Barthélémy, l'ex-Robin des Bois. Une comédie tendre, attachante, un vrai joli film. Madame, Monsieur, bonsoir. Les bureaux de vote viennent tout juste de fermer partout en France, à l'exception de Lyon et Paris. Et la première indication de cette journée historique, c'est l'intérêt majeur que les électeurs français ont montré. Une mobilisation exceptionnelle, d'après les chiffres qui nous sont parvenus il y a un peu plus d'une demi-heure. Selon les estimations d'Ipsos, l'abstention se situe entre 20 et 24%. À titre de comparaison, lors du référendum sur Maastricht en 92, l'abstention était de 30%. Autant dire que les Français ont choisi de se prononcer. Leur intérêt pour la campagne se retrouve donc dans les urnes. Et ce soir, à 2 heures maintenant des premiers résultats, des premières estimations, le suspense est entier. Depuis ce matin donc, 42 millions d'électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes. Tout de suite, ces scènes de vote. D'abord chez les tenants du oui, le chef de l'État en tête, Alexandre Kara. Comme d'habitude, c'est à Saran, en Corrèze, que le président de la République est allé voter. Accompagné de son épouse Bernadette, il est apparu plutôt décontracté, des sourires, mais pas de commentaires. Comité d'accueil nettement moins chaleureux à Chasseneuil-du-Poitou, en Charente, pour Jean-Pierre Raffarin, à tel point que le Premier ministre a dû attendre le départ des manifestants pour accomplir son devoir électoral. À l'entendre, l'organisation même de ce référendum est déjà une bonne nouvelle. Nous sommes le peuple européen qui va décider de son avenir. C'est un choix démocratique et c'est en soi déjà une bonne nouvelle. François Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste, a voté dans la matinée, dans son fief corrézien de Tulle. Merci. Désormais, c'est dans le 6e arrondissement de Paris que Lionel Jospin vote. Pour l'ancien Premier ministre, ce référendum aura été l'occasion de revenir au premier plan. Le patron de l'UDF a été l'un des premiers à accomplir son devoir électoral. C'était à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, en début de matinée. Côté gouvernement, Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Emploi et de la Cohésion sociale, a glissé son bulletin dans l'urne à Valenciennes. À l'autre bout de la France, au même moment, Philippe Douste-Blazy s'est exprimé chez lui, à Toulouse. Et du côté des partisans du non, ceux qui ont été les chefs de file de la campagne ont donné l'exemple en votant bien souvent avant la fin de la matinée. Pauline Revenaz. Grande affluence médiatique pour Laurent Fabius. Le numéro 2 du Parti socialiste a voté dans son fief de Grand-Quevilly, près de Rouen, sans faire de déclaration. Vote électronique pour Philippe de Villiers. Le président du mouvement pour la France était en Vendée, au bureau de vote des Herbiers. Validé, c'est en haut à droite. Voilà. À voter. C'est beaucoup trop compliqué là. Hôtel de ville du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Un tour dans l'isoloir. La secrétaire nationale du Parti communiste accomplit son devoir électoral. À Saint-Cloud, Jean-Marie Le Pen, le président du Front National, glisse son bulletin dans l'urne avant de lever le pouce et les yeux vers le ciel. Alors, monsieur Mélenchon, Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon a voté dans l'une des écoles primaires de Massy-Palaiseau, en région parisienne. C'est au village de Lorède, dans les Landes, qu'Henri Emmanuelli a pris la pause devant les photographes. 19 h dans le 18e arrondissement de Paris, Olivier Besancenot, porte-parole de la Ligue communiste révolutionnaire, est l'une des dernières personnalités à voter avec le sourire. Nous allons maintenant rejoindre un peu partout en France nos correspondants, de Marseille à Strasbourg en passant par Nantes et Paris. Voyons si la mobilisation était partout au rendez-vous. D'abord dans la cité phocéenne à Marseille, Isabelle Stess, quel est le taux de participation? Est-ce que c'est mieux que lors du référendum sur Maastricht?
Oui, c'est beaucoup mieux. Il y a une très forte participation déjà ici à Marseille avec 57,5%. C'est 11 points de plus par rapport à Maastricht. Globalement, dans la région, on est à plus 62% de votants actuellement. Et dans les différents départements, on est à plus 10-11 points par rapport à 1992, avec même 28 points de plus dans le département des Hautes-Alpes, avec 65% de participation actuellement. Donc il faut croire que le temps radieux qui a régné ici dans la région n'a pas dissuadé les électeurs, et ils sont 3 millions dans la région, ce qui pèse lourd au niveau national. Reste à savoir si cette mobilisation profitera au oui ou au non. Si l'on se réfère à Maastricht, c'est le vote contestataire qui avait largement dominé. Il y avait eu 70% de votants. Voilà ce que l'on peut dire en attendant d'autres chiffres officiels ici dans la région. Merci Isabelle. Voyons du côté du Grand Ouest, dans les Pays de Loire et en Bretagne, où traditionnellement l'on se mobilise. Quels sont les chiffres dont vous disposez, Romuald Bonan ? Eh bien écoutez, nous, la première participation dont on peut parler, c'est d'abord celle du mauvais temps dans le Grand Ouest et en Loire-Atlantique, où je me trouve actuellement. On a vécu un temps, une longue journée de pluie, comme vous allez pouvoir le voir sur ces images tournées cet après-midi dans la cité balnéaire de la Baule, la plus grande plage d'Europe, désertée par les touristes. Mais c'est bon signe pour le référendum, si j'ose dire. On a retrouvé les gens dans les bureaux de vote avec une forte participation, une forte mobilisation. Par exemple, plus 5 points pour la Sarthe et la Mayenne, de plus 7 à plus 10 points par rapport à 1992 et Maastricht pour le Finistère, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, plus 14 points avec 75% de taux de participation dans le Maine-et-Loire à 18h15 et même plus 17% ici en Loire-Atlantique avec un taux de participation de 69,5%. La seule exception dans ce tableau de forte mobilisation, eh bien, c'est dans le nord de la Bretagne, les Côtes-d'Armor qui à 18h15 accusaient un retard de 10 points. Alors vous voyez une forte, très forte mobilisation dans le Grand Ouest, dans les Pays de la Loire et la Bretagne, deux départements qui avaient fait un choix très européen au moment de Maastricht en 1992. Merci Romuald. À Strasbourg maintenant, ville européenne par excellence. Jean-Paul Chapelle, on a voté en nombre. Strasbourg, bon élève de la participation. Oui, bonsoir Béatrice. Strasbourg, capitale européenne, puisque c'est le siège du Parlement européen qui se trouve ici. Alors on a démarré en fanfare la journée en termes de mobilisation. À la mi-journée, on était 5 points au-dessus de la moyenne. Ça s'est calmé. Au dernier pointage à 18h, on était à 56%. Du point de vue de la région, du point de vue des deux départements, c'est un peu contrasté parce qu'on arrive par rapport à 1992 à 9 points de plus dans le Haut-Rhin, mais 4 points de moins dans le Bas-Rhin. Alors ce n'est pas une excuse, mais il a fait très chaud ici cet après-midi, 31 degrés à Strasbourg. Merci Jean-Paul Chapelle. Enfin à Paris, où je rappelle que les bureaux de vote sont encore ouverts, comme à Lyon, jusqu'à 22h. Christophe Tortora, est-ce qu'il y a encore des derniers votants et quel est le taux, bien sûr, de participation dans la capitale ? Bonsoir Béatrice, comme vous le voyez peut-être derrière moi, il y a encore des électeurs qui sont là en train de venir voter et c'est vrai que la mobilisation est importante ici à Paris puisque selon les chiffres officiels des ministères de l'Intérieur, à 19h, eh bien, il y a 63% des électeurs inscrits qui se sont déjà déplacés. Un simple rappel, en 1992, lors du traité de Maastricht, il n'était que 48%. Mobilisation importante et ouverture tardive puisque ceux qui rentrent de week-end, ceux qui sont coincés actuellement dans les embouteillages, il paraît qu'ils sont très nombreux aux approches de Paris, pourront voter jusqu'à 22h. C'est pareil à Lyon également. Alors sans savoir encore à qui profitera cette mobilisation, au camp du oui ou au camp du non, nous le saurons à 22h. On peut dire que les débats pendant la campagne ont été passionnés, que les électeurs français se sont sentis concernés comme rarement et ça se voit dans les urnes, Pierre Giacometti. Oui, le vrai point de repère que nous avions, c'était l'abstention de 1992, un peu plus de 30%. Il est clair ce soir que cette abstention sera beaucoup moins importante et c'est bien le signe que ce débat se retrouve dans les urnes. La passion des Français pour le débat référendaire est en train de provoquer une forte progression de la participation supérieure, je le disais, à celle de 92. On est finalement dans un schéma totalement opposé à ce qui s'est passé chez nos voisins espagnols il y a quelques semaines où la passion du référendum était faible parce que le résultat était acquis. Ça s'est terminé par une victoire du oui très large mais avec une participation extrêmement faible. Et le suspense reste entier. Le suspense reste entier. On vous retrouve évidemment pour notre édition spéciale référendum tout à l'heure. Revenons sur les scènes de vote de cette journée. À l'occasion de ce référendum, à côté du système traditionnel des machines à voter, ont été mises en place à titre expérimental d'autres dispositifs, sans oublier au passage les malvoyants ou les non-voyants qui pour ce référendum ont pu voter en toute autonomie. Bruno Timsit.
Pour la première fois, cette femme malvoyante va pouvoir voter sans l'aide de son mari. Un dispositif inédit, en braille, a été mis en place dans tous les bureaux de vote. On est tellement obligé de dépendre des uns et des autres que lorsqu'on peut s'affirmer seul, c'est la liberté. Vous voulez essayer le vote électronique? Toujours traditionnel le vote par bulletin. D'accord. Voilà. Merci monsieur, bonne journée. C'est l'autre nouveauté de ce scrutin, l'extension du vote électronique. 837 bureaux de vote équipés sur toute la France, ce n'est pas beaucoup, mais ici à Amiens, les premiers utilisateurs, un peu téméraires, sont enthousiastes. C'est l'avenir, c'est l'an 2000, c'est bien, impeccable. Il faut avancer, il ne faut pas reculer. On est habitué par rapport à tout ce qui est guichet automatique, etc. Donc on est un petit peu habitué, puis ça va très très vite et c'est assez sympa. Mais le dernier cri, c'est le vote électronique en réseau. Aujourd'hui, à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, il ne s'agissait que d'une simulation du scrutin du futur. Plus besoin de voter dans son bureau de vote. Contrairement aux machines à voter, qui sont autorisées par le code électoral depuis 35 ans, c'est qu'on a une mise en réseau des bureaux de vote. C'est-à-dire qu'une personne, à terme bien sûr, quand le système sera répandu de manière plus large, pourrait, depuis un bureau de vote en Corse, voter à Issy-les-Moulineaux si la personne est inscrite à Issy-les-Moulineaux. Le gouvernement souhaite que ce système puisse être appliqué par les communes qui le souhaitent dès 2007. On se tourne maintenant vers les états-majors politiques au siège du Parti socialiste et au siège de l'UMP. Quelle est l'ambiance à moins de 2 heures des premières estimations? D'abord, Ruth Solferino, Xavier Wittenberg, au Parti socialiste, on se félicite de la forte mobilisation? Naturellement, vous savez qu'au Parti socialiste, cette soirée, en tout cas, s'annonce exceptionnelle à plus d'un titre. Exceptionnelle tout d'abord par le nombre de journalistes présents. Il y en a plus de 250, c'est un record. Jamais une soirée électorale n'avait rassemblé autant de médias ici, rue de Solferino. Et parmi ces journalistes, les 2 tiers d'entre eux sont étrangers. Ils viennent évidemment de tous les médias européens, mais également américains, sud-américains ou bien du Moyen-Orient. Exceptionnelle ensuite cette soirée, car pour la première fois, eh bien, il y aura 2 soirées socialistes. En effet, ici, rue de Solferino, les leaders du oui seront présents autour de François Hollande, qui est arrivé ici il y a environ une demi-heure, avec notamment Dominique Strauss-Kahn, Bertrand Delanoë ou bien Jack Lang. Mais une autre soirée rassemblera des socialistes ce soir à Paris, ceux qui prenaient le nom dans cette campagne, autour de Jean-Luc Mélenchon et Henri Emmanuelli notamment. Laurent Fabius, quant à lui, a décidé de rester dans son fief de Seine-Maritime. Il n'a pas prévu pour l'instant de participer à l'une de ces 2 soirées. Merci Xavier Wittenberg. Direction le siège de l'UMP avec vous, Michaël Darmon. Le suspense est entier. Je ne sais pas si vous nous entendez. Non, peut-être on va retrouver Michaël Darmon dans quelques instants. On a eu une rupture de faisceau. Voilà, c'est le direct. Autre illustration de la forte mobilisation pour ce référendum avec ces Français de l'étranger qui sont allés voter en nombre. En Belgique, on dit n'avoir jamais vu ça. De longues files d'attente. Il fallait de la patience pour voter 1 à 2 heures avant de glisser son bulletin dans l'urne, nous dit-on. Autre illustration de cette participation en Grande-Bretagne, où il y a une forte communauté française. Là aussi, je pense qu'ils étaient nombreux à aller voter dans un pays où la presse fait ses gros titres sur le référendum français, Laurent Boussier. Oui, absolument, Béatrice. Dans les 8 bureaux de vote ouverts ici à Londres pour les Français qui habitent dans le sud de la Grande-Bretagne, la participation a donc été supérieure à celle du premier tour des élections présidentielles de 2002. C'est un petit peu exceptionnel parce que nous sommes au milieu d'un grand week-end férié ici en Grande-Bretagne et généralement les Français à ce moment-là partent plutôt à la campagne. Vous l'avez dit, les médias britanniques et la classe politique britannique regardent ce scrutin et regardent ce référendum français avec énormément d'attention, pour une raison qui est tout à fait simple. Du résultat de ce référendum dépendra la tenue ici ou pas d'un référendum sur la même question, sur la question de la Constitution européenne en 2006. Tous les grands médias font ce soir des directs et des émissions spéciales en direct de Paris, que ce soit les télévisions ou les radios. Merci Laurent Boussier. Et puis évidemment aux Pays-Bas, l'attention est toute particulière. Les Néerlandais vont voter à leur tour le 1er juin prochain, c'est-à-dire dans 3 jours. Marius Burgot, vous êtes en direct d'Amsterdam et on ne parle que de ça, on ne parle que du référendum français. Oui, le vote en France fait la une de tous les grands journaux néerlandais avec partout la même question. Le vote en France va-t-il influencer les électeurs des Pays-Bas qui votent donc mercredi prochain? Alors vous le savez, une large majorité des hommes politiques ici se sont prononcés pour le oui, mais ils craignent l'effet domino en cas de victoire du non en France ce soir. Une crainte d'autant plus justifiée qu'un vent d'euroscepticisme plane sur les Pays-Bas
Les sondages donnent la victoire du non ici aux Pays-Bas mercredi prochain. Un non contestataire qui viendrait en fait sanctionner un gouvernement de centre droit, jugé incapable par exemple de résoudre les problèmes de chômage. Un non qui se nourrit aussi beaucoup de la peur de l'autre, l'entrée de la Turquie dans l'Europe, les problèmes d'immigration, autant de thèmes qui pourraient beaucoup influencer les électeurs qui voteront donc ici aux Pays-Bas mercredi prochain. Merci Maryse Burgot. Avec toute la rédaction de France 2 dans les capitales européennes et partout en France. Nous vous retrouverons à partir de 21h30 pour une édition spéciale référendum, les premières estimations, les premiers résultats, premières analyses bien sûr autour de David Pujadas, Carole Gessler et Gilles Leclerc. Dans l'actualité internationale, une télévision afghane a diffusé des images de l'otage italienne enlevée le 16 mai dernier à Kaboul. Une vidéo où l'on voit Clementina Cantoni encadrée par des hommes cagoulés et qui pointent leurs mitraillettes sur elle. Caroline Gauthier. Sur une chaîne de télévision afghane apparaît soudain le visage de l'otage italienne. La vidéo enregistrée sous la contrainte montre Clementina Cantoni mise en joue par deux hommes cagoulés. La jeune femme répondant à des questions décline son nom, celui de ses proches. Elle hésite sur la date. L'enregistrement dure 1 minute 10. Clementina Cantoni a été enlevée le 16 mai dernier à Kaboul. Cette vidéo, la première, rassure ceux qui travaillaient à ses côtés. Nous sommes inquiets, mais le fait qu'elle soit en vie nous encourage. Nous avons toujours eu espoir. L'humanitaire italienne de 32 ans travaillait depuis septembre 2003 pour l'ONG Care International. Elle s'occupait des veuves de Kaboul et de leurs enfants, des femmes qui la soutiennent aujourd'hui en manifestant. Toutes les veuves, nous sommes prêtes à nous sacrifier s'il le faut pour obtenir sa libération. Elle est notre seul espoir après Dieu. La télévision a aussi diffusé un enregistrement audio du ravisseur présumé, un homme qui, depuis l'enlèvement, livre des informations contradictoires aux médias et au gouvernement. Nous avons été en contact régulier avec les ravisseurs et nous restons optimistes. Clementina va nous revenir saine et sauve et bientôt. Les autorités italiennes jugent l'apparition de Clementina Cantoni rassurante. Les contacts se poursuivent pour sa libération, affirme Rome. Et comme chaque soir, nos pensées vont à notre consoeur Florence Soubna et son guide Hussein Hanoun qui sont retenus en otage en Irak depuis 144 jours maintenant. Au Liban, première phase des élections législatives, on a voté à Beyrouth pour la première fois depuis 30 ans sans la tutelle syrienne. Selon les sondages, les listes emmenées par le fils de l'ex-premier ministre assassiné Rafik Hariri sont données largement favorites. Au Liban, où les derniers soldats syriens ont quitté le pays, cette liberté nouvelle permet d'évoquer au grand jour le dossier de ces centaines de disparus qui se sont retrouvés sans procès dans les prisons syriennes, coupés de l'extérieur et depuis des années leurs familles vivent dans l'angoisse et le désespoir. Aujourd'hui, elles veulent la vérité. Samassoula, Franck Brisset. 20 ans que le regard de cette femme est plein de larmes. Depuis ce jour où son mari a été enlevé et livré au service de renseignement syrien, avec son frère et son cousin. Le 31 août 1985, c'était comme... vraiment, c'était un point à la ligne pour moi. Et tout est arrêté, tout. Dans ses albums, les traces d'une vie suspendue. Elle avait 23 ans, lui 26. Ils venaient de se marier. La femme n'a jamais compris pourquoi. Pendant ces 20 ans, elle a frappé à toutes les portes, au Liban, en Syrie. Elle a fait le tour des prisons. L'occupant syrien a fini par lui trouver un motif de détention, collaboration avec Israël. On est monté plusieurs fois en Syrie. Toujours, ils m'ont dit qu'ils sont chez nous, mais vous ne pouvez pas les voir. Une infinie souffrance partagée par des dizaines de familles de disparus. Pas de procès, pas de visite. Aucune certitude sur leur sort. Depuis le retrait syrien, le tabou est tombé. Les familles osent enfin afficher les visages de la douleur. Pour cette femme, c'est un frère. En 1981, les services syriens sont venus le chercher. Il avait 16 ans. Quand ils l'ont pris, ils ont dit que c'était un terroriste. Au début, on a pu lui rendre visite en prison en Syrie, et puis après, plus rien. La Syrie a pourtant toujours nié l'existence de ces disparus dans ses geôles. Aujourd'hui, d'anciens prisonniers en Syrie témoignent et reconnaissent des
elle supplie les prisonniers de se concentrer sur les photos. Pour voir ses visages, cet ancien prisonnier est venu du nord du Liban. Il a été libéré de Syrie en 1998. En 8 ans de prison, il dit avoir croisé des centaines de détenus libanais. Cette femme est bouleversée, elle cherche son père. L'ancien détenu pense l'avoir vu. Oui, je l'ai vu. Enfin, de loin. Mais son nom, je ne le connaissais pas. Premier signe de vie en 26 ans. Infime espoir auquel s'accrochent plus de 500 familles de disparus. Elles attendent aujourd'hui un geste de l'État syrien, au moins la vérité. Au chapitre judiciaire en France, 4 des 11 marins du cargo le Winner, arraisonné il y a 3 ans pour trafic de drogue par la marine française. Ces 4 marins ont été condamnés à des peines de 3 à 20 ans de prison. La cour d'assises spéciale de Rennes a condamné le capitaine grec et son chef mécanicien à 20 et 18 ans de réclusion. Les 7 autres marins ont été, eux, acquittés. Les premières épreuves du bac le 9 juin prochain, le temps de passer aux révisions intensives. Les candidats mettent les bouchées doubles et certains se tournent soit vers des cours particuliers, soit vers des stages express. Nabila Tabouri, Marie Cazo. Pour leur bac, ces lycéens votent évidemment oui, mais chacun à sa manière. Il y a les dilettantes pour qui révision rime avec évasion. Il y a les consciencieux, c'est le cas d'Anaïs. Depuis 3 mois, cet élève de terminale littéraire prend des cours particuliers avec John. Vous l'avez compris, l'anglais c'est son point faible. Mais grâce à ses cours, Anaïs est quand même passée de 7 à 12 de moyenne. À l'approche du bac, ça ne l'empêche pas de mettre les bouchées doubles. Avec un coefficient 4, elle n'a pas le droit à l'erreur en anglais. Pour le bac, c'était pas possible d'avoir 7 de moyenne et de se dire que j'allais avoir des points en dessous et ça allait me... Enfin, je pensais... j'allais même pas être admissible à l'oral si ça continuait comme ça, donc j'ai préféré prendre des cours. Z' est égal à I, facteur de Z moins ZB sur Z moins ZA. Vous n'avez rien compris, eux non plus, visiblement. Mais ils sont là pour apprendre. En terminale scientifique et d'un niveau moyen en mathématiques, ces lycéens participent à des stages de révision intensive. Ils sont en petits groupes avec un professeur à leur écoute et forcément, ça change tout. A, B, C, D. Voilà. D'accord. On n'a pas de minutes, quoi. C'est vraiment intensif et en cours, j'ai plutôt l'habitude de dormir. Donc on va dire que ça me motive bien aussi. Ça me permet de me situer, de voir là où je bloque, d'être débloqué par le professeur, puis de ne pas tomber sur ce genre de piège au bac, quoi. Donc merci maman. Merci maman, en effet, elle aura déboursé pour un stage de 8 heures 164 €, dont la moitié est déductible des impôts. J'en viens à cette information qui nous est parvenue il y a quelques instants à Perpignan. On vient d'apprendre qu'un nouveau meurtre a été commis en début de soirée, une semaine après la mort d'un jeune maghrébin qui avait donné lieu à de vives tensions entre les communautés maghrébines et gitanes. D'importantes forces de police sont actuellement en train de boucler le quartier. L'homme a été tué de 2 balles dans la tête. Une femme a été blessée. Aurélia Guillemin. Une semaine tout juste après la mort de Mohamed Bebachir, un homme d'origine maghrébine a à nouveau été tué par balle ce soir à Perpignan. Un deuxième meurtre commis par arme à feu depuis une voiture circulant près du centre-ville. Dimanche dernier, Mohamed Bebachir avait été tué alors qu'il assistait à une tentative de vol d'un véhicule par plusieurs individus de la communauté gitane. Armés de tuyaux de plomb et d'un club de golf, une vingtaine de gitans l'avaient battu à mort. Après une semaine très agitée dans la ville et une marche silencieuse qui s'était déroulée dans le calme, ce deuxième meurtre risque de relancer la tension à Perpignan. Les joueurs de l'Olympique lyonnais ont fait la fête toute la nuit, portant leur trophée de champion de France pour la 4e année consécutive. Hier soir, autour du stade, les policiers testaient une nouvelle caméra embarquée à bord de véhicules. Objectif, observer les supporters et éviter tout débordement. Mathias Silian, Marc de Lagenhagen, Philippe Yvet. Gros plan, zoom arrière, contre la violence dans et autour des stades, la police teste cette caméra embarquée. Personne sur les zones interdites. Déjà sacré champion avant le coup d'envoi, l'Olympique lyonnais rencontrait Nice hier soir. Même pour ce match sans enjeu, la vigilance est maximale. Ça sert évidemment pour les supporters un peu excités, les ultras. Tout groupe qui prône la violence ou qui s'attaque à des personnes, donc là on arrive à les localiser, à les enregistrer pour les poursuites après d'enquête, c'est beaucoup plus facile.
Avant, on arrivait à les repérer, mais après, pour les revoir sur des fichiers, c'est pas évident. Parce que souvent, avec la mémoire, ça planche et tout ça. Tandis que là, bon, quand même, une fois qu'ils sont enregistrés à notre salle de commandement, on a carrément leur visage. Les supporters fêtent ce nouveau titre de l'OL à leur manière. Ils sont scrutés par des dizaines de caméras fixes, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Les véhicules équipés de caméras mobiles complètent le dispositif. À bord du bus impérial, Paul Le Guen et ses joueurs en route pour la mairie de Lyon. Un trajet sous très haute vidéosurveillance. Regardez, il y en a deux là-haut. Quelques supporters exaltés sont montés sur ces échafaudages. L'image est retransmise en direct au centre de commandement. On n'a aucun décalage quant à la prise de décision puisque l'image qui est reçue ici au centre d'information et de commandement est une image qui vient directement du terrain. Ces caméras pourraient bientôt équiper toutes les unités de police chargées de lutter contre les violences urbaines. Et puis l'entraîneur Gérard Houllier, désormais le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais à 57 ans. Il succède à Paul Le Guen qui ne souhaitait pas prolonger sa mission. Gérard Houllier a été entraîneur de Liverpool de 1998 à 2004. Roland Garros, le match tant attendu entre Sébastien Grosjean et Raphaël Nadal a été interrompu il y a quelques instants par la pluie. Par ailleurs, qualification de Marie Pierce pour les quarts de finale. Et puis du côté messieurs, le Français Paul-Henri Mathieu a été battu en 5-7 par l'Argentin Guillermo Canas. Nathalie Darinxa. On attendait Amélie Mauresmo et c'est Marie Pierce que l'on retrouve en quart de finale. Toute pimpante dans sa tenue rose bonbon. Cet après-midi, malgré ses 30 ans, la Française a tenu la dragée haute à la 9e joueuse mondiale, Patty Schnyder. N'allez pas croire que la victoire fut facile. Schnyder, malgré un premier set perdu 6-1, s'accroche et remporte la deuxième manche sur le même score. Marie Pierce, vainqueur du tournoi il y a 5 ans, a le mérite de se ressaisir. Finalement, après 2 heures de jeu et 10 balles de match, elle s'impose dans la douleur, mais avec le sourire. J'ai rien à perdre, je suis en forme, je me sens super bien, j'adore ce tournoi, donc je vais aller à fond. Il y a mis tout son cœur, peut-être même un peu plus. Mené 2 manches à rien, Paul-Henri Mathieu retourne la situation au point de s'offrir 2 balles de match. Raté. 20 minutes plus tard, Guillermo Canas, l'Argentin, 10e joueur mondial, ne laisse pas passer l'occasion lorsqu'elle se présente. Canas s'impose 8-6. Il accède au 8e de finale. En Formule 1, au Grand Prix d'Europe, le Finlandais Raikkonen, qui était en tête, a dû abandonner au dernier tour. Il a perdu sa roue. La suspension avant droite de la McLaren a cédé à plus de 300 km/h. Il s'en tire sans blessure. C'est l'Espagnol Alonso qui conforte son avance en tête du championnat du monde. Cinéma avec la sortie mercredi prochain de Papa, joué par Alain Chabat et réalisé par l'ami et le complice de toujours, Maurice Barthélémy, l'ex-Robin des Bois, une comédie tendre et attachante. Marie-Jo Jouan et Jean-Louis Melin. Première scène, plan extérieur jour, une voiture sur une route de France, à l'intérieur un père et son fils. C'est dégueulasse les chamonix. Bah, moi j'aime bien. Non, je suis ton père. C'est ce que t'aimes et ce que t'aimes pas. Un papa blagueur, un papa copain, un papa d'aujourd'hui. Tous deux rentrent chez eux. A priori, rien d'original. Sauf que parfois le papa est un peu trop blagueur et l'enfant un peu trop triste. C'est un personnage qui a un secret, qui visiblement a une grande douleur et qui essaye de faire en sorte que la vie continue et que tout ça, enfin, de ne pas le faire subir à son fils. Et du coup, il part dans un autre extrême qui est que tout va bien et tout va super bien et tout n'est que blague. Très drôle, monsieur le drôle. On comprend qu'un drame vient de toucher ce père et ce fils. Pleure, pleure. J'avais raison de l'encourager à pleurer. Occupe-toi de ton cul, connasse. Entre rire et larmes, sous forme de road movie, un sujet aussi grave qu'inattendu de la part de l'ex-Robin des Bois, Maurice Barthélémy. Un drame arrivé à l'un de ses proches, une forme d'hommage qu'il rend ici. On ne sait pas vraiment d'où ils partent, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils arrivent, on est simplement sur eux deux et le spectateur est mis en position un petit peu de passager et découvre au fur et à mesure du trajet leur histoire. C'est un papa bébé. Hein. C'est que je te tape, hein?
Ouais. Et entre ces deux-là, le courant est passé, même si à 9 ans, il n'est pas toujours évident de supporter les blagues d'un adulte. Est-ce que tu es content que ça soit terminé avec lui? Oui et non. Ah oui, pourquoi? Parce que il est énervant. Et non, parce que je l'aimais bien. Ce serait jamais de ta faute, jamais. Et nous aussi, on resterait bien avec ce père et ce fils complices et tendres, histoire de poursuivre ce voyage qui est une vraie surprise. Avant de refermer ce journal, un détour par le studio où se tient notre soirée spéciale référendum avec vous, David Pujadas et Carole Gessler. La soirée s'annonce donc pleine de suspense avec un nouveau chiffre de l'abstention. Oui, un chiffre de 30% donné par Ipsos, notre partenaire, 29,5, voilà très exactement, il vient d'être affiné, et qui confirme que la participation sera très importante, même si elle est un peu inférieure aux chiffres qui étaient donnés il y a quelques instants. Vous savez, Béatrice, on sent bien ici que cette soirée va figurer parmi les moments très importants, parmi les moments cruciaux de la vie politique de ces dernières années, enjeux décisifs, ambiance passionnée, forte participation. Alors on va se retrouver dès 21h30 pour prendre la température dans tous les endroits qui compte. C'est à 22h pile qu'on aura l'estimation Ipsos qui nous dira le résultat de ce référendum. Et puis ensuite, eh bien, ce sera, quel que soit le résultat, une nouvelle donne politique. On essaiera de la comprendre et de l'analyser. Les principaux ténors politiques seront sur notre plateau dès 22h ou un peu après. Puis une nouvelle donne européenne aussi, Carole. Oui, tous les pays européens ont bien sûr les yeux braqués sur ce scrutin français. Vous l'avez dit, déterminant pour l'avenir de l'Europe. Nous serons donc en duplex dans les principales capitales européennes, Londres, Berlin, Madrid, mais aussi Amsterdam ou Bruxelles, où on l'imagine bien, là-bas, les dirigeants européens retiennent leur souffle ce soir. Quel sera le choix des 42 millions d'électeurs français? Vous l'avez dit, le suspense est entier. Rendez-vous donc à 21h30 pour une soirée qui s'annonce aussi passionnée, passionnante, houleuse que l'a été la campagne ces derniers jours. À tout à l'heure. À tout à l'heure, c'est donc la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo présentée par Isabelle Martinet. Puis à 20h55, une série FBI portée disparue avec un épisode inédit. Puis, vous l'avez entendu, 21h30, rendez-vous pour notre soirée spéciale référendum. Excellente fin de soirée sur France 2.